Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Après les métaphores, protagonistes de notre première séance, c'est le corps qui aujourd'hui va faire son entrée sur scène. Cela, par ailleurs, nous permettra de détailler davantage le fonctionnement des tropes, également de préciser la manière dont nous pouvons les utiliser en tant qu'outil d'analyse du langage des juristes romains. Les métaphores, nous l'avons compris, ne sont pas seulement une parure du discours, elles sont souvent une façon d'insérer l'indicible dans un cadre familier et par ce biais de l'appréhender. Et justement, comme la plupart des figures juridiques n'existent pas à l'état naturel, pour les rendre plus compréhensibles, voire tangibles, il est nécessaire de les rapprocher de ce qui constitue déjà notre expérience. Lui donner les traits d'un corps, notamment du corps humain, va presque de soi pour faire sortir un concept du néant. Réciproquement, les métaphores révèlent l'arrière-pensée de celui ou de celle qui s'en sert, c'est-à-dire l'idée matricielle qui sied derrière, ou dessous, ou dessus, mais en tout cas en décalage, par rapport à une expression figurée et qui en dit beaucoup sur les convictions, l'imaginaire de ceux qui l'utilisent. La rhétorique antique a apporté une contribution importante à la compréhension des métaphores et à la manière d'en faire bon usage. Au fond, la définition de métaphore, encore aujourd'hui la plus courante, celle de transport efficace d'un mot de sa signification propre à une signification nouvelle, remonte à Quintilien et avant lui à Aristote. Mais sur ces bases anciennes, c'est la linguistique cognitive, en particulier depuis les années 80, qui a fait une percée. Ce sont les partisans du cognitivisme qui ont invité à creuser jusqu'à la sous-structure du langage figuré. Cette approche, comme le disait Hans Blumenberg, vise à montrer avec quel courage l'esprit se préempte lui-même dans ses images et comment son histoire se projette dans le courage de ses conjectures. La théorie standard de la métaphore cognitive, issue de ce tournant, dit que la métaphore naît de l'interaction entre un domaine source et un domaine cible. Entre les deux domaines, comme le souligne le linguiste italien Michele Prandi, il y a non seulement un lien de similitude, mais s'instaure aussi un conflit, ce qui met en question, il dit, l'identité des objets et aide à les redessiner. Donc il y a une interaction entre deux domaines, et cette interaction à la fois, disons, redessine la sémantique du champ d'arrivée, du champ cible, mais aussi celle du champ source. Donc, interaction veut dire ça. Prenons par exemple l'idée de voir, c'est toucher. En elle, deux des cinq sens se trouvent mélangés, la vue et le toucher. Donc, il y a un conflit entre des idées différentes. C'est justement ce conflit qui donne son goût à la métaphore. J'aimerais remarquer qu'il y avait un troisième sens. Ces propos, voir, c'est toucher, est par ailleurs un très bon exemple de ce qu'est une métaphore conceptuelle. Métaphore conceptuelle. On est en train de bâtir un langage, un lexique commun pour essayer de mieux se repérer dans notre cours. Donc, métaphore conceptuelle. Pour le dire autrement, elle constitue la matrice, l'arrière-pensée du métaphore, l'archétype. Donc, la métaphore conceptuelle, c'est l'archétype, plutôt que la métaphore elle-même, en tant qu'expression. Normalement, ce n'est pas un propos qu'on utilise, on ne dit pas, on n'a pas occasion de dire voir, c'est toucher. On rencontrera dans un magasin ou un musée l'injonction regarder sans toucher, qui est en revanche tout à fait littérale, car les deux sens de la vue et du toucher y sont bien distingués. Néanmoins, on peut parfois trouver le même interdit formulé par ne toucher qu'avec les yeux, qui exploite lui aussi la métaphore, comme dans cette affiche dans la basilique Saint-Denis. Pour revenir à l'idée voir, c'est toucher, d'habitude, nous ne l'exprimons pas dans nos discours, sauf si on fait un discours théorique, donc on l'exprime, mais normalement on ne l'utilise pas.
Il s'agit d'une sorte de pensée cachée, d'une métaphore, comme je le disais, seulement conceptuelle, cet archétype, dont l'existence nous est saisissable car elle engendre des expressions linguistiques concrètes, telles que il reste collé à la télé, ou je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle, qui sont, oui, des véritables métaphores, réalisées, exprimées. Peut-être vous vous souvenez des animaux sauvages en droit romain, qui restent notre propriété tant que l'animal est sous notre contrôle. Pour exprimer cette situation, on utilisait des expressions qui frôlaient la même métaphore, c'est-à-dire celle de la vue, qui est aussi le toucher. Comme vous voyez ici le texte latin, un animal sauvage est censé avoir repris sa liberté naturelle, soit lorsqu'il aura fui nos yeux, soit s'il est dans notre champ visuel, mais qu'il est difficile de le reprendre. Oculos nostros effugerit, il aura fui nos yeux. Alors, je vous prie de bien vouloir garder à l'esprit cette distinction entre l'expression linguistique concrète et son archétype matriciel, ce qu'on appelle la métaphore conceptuelle. Il s'agit d'une distinction cruciale pour l'analyse des métaphores. Alors, faisons une expérience très simple. J'espère que vous allez me pardonner. Alors, nous prenons une métaphore juridique assez connue, celle des 3 piliers de l'Union européenne. Souvenez-vous que l'Union créée par les traités de Maastricht de 1992 se voyait attribuer par ce traité des compétences classées en 3 grands groupes, communément appelés piliers. Le premier pilier était constitué par les communautés européennes, celles du carbone et du charbon et de l'acier, la communauté économique, maintenant c'est du carbone plutôt, et la communauté économique européenne, enfin celle de l'énergie atomique. Le deuxième pilier était formé par la politique étrangère et de sécurité commune. Le troisième pilier était constitué par la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Alors, même si elle n'est pas exprimée, l'idée cachée derrière la matrice conceptuelle est claire, au point qu'elle est souvent traduite en images. L'Union européenne est pensée comme un édifice. Et elle est solide parce qu'elle a des piliers forts. Mais en creusant la métaphore, d'autres idées émergent. L'Union européenne est comprise comme le résultat d'une construction, c'est-à-dire qu'elle est un processus qui évolue constamment et qui a besoin d'être entretenu. Et encore, comme tout bâtiment, elle a été construite brique par brique, donc c'est le côté historique. Pour l'instant, ce sont des images agréables, mais plus profondément encore, en tant que construction s'appuyant, je sais que vous allez voir où je veux aller, c'est ça l'analyse des métaphores. En tant que construction s'appuyant sur des piliers, cette métaphore laisse entrevoir qu'il y a un projet derrière le bâtiment, qu'il y a donc des ingénieurs et des architectes, bref, qu'il s'agit d'une construction technique avant d'être politique. Ce qui était une métaphore positive commence à nous laisser un goût un peu amer en bouche, car, admettons-le, la métaphore des piliers et donc du palais va avec, est aussi inspirée inconsciemment de l'idée que l'Union européenne est une affaire qui se joue dans le huis clos des palais, au sens dépréciatif. Disons que nous aurions besoin de mots qui peuvent communiquer d'une manière plus chaleureuse la grande valeur collective que constitue l'Union européenne. Je vous ai parlé jusqu'à présent de la théorie cognitive, qui est depuis la fin du XXe siècle la plus répandue pour expliquer le langage figuré. Bien évidemment, elle n'est pas la seule, au point que pour décrire l'intensité du débat entre les chercheurs,
on a parlé métaphoriquement des guerres métaphoriques. Titre du livre de Raymond Gibbs de 2017. Vous savez que les guerres entre les universitaires sont bien sanglantes, donc métaphoriques jusqu'à un certain point. Qui fait, c'est un livre très important, fait les points sur les différentes théories tout en restant substantiellement en faveur de la conception cognitive sur laquelle je m'appuie également. Alors, il faut maintenant faire intervenir, comme je l'ai dit, les corps, qui est fondamental dans les métaphores sous deux points de vue. Deux points de vue. D'abord, il y a de la place. D'abord, c'est l'une des avancées réalisées par la théorie cognitive d'avoir reconnu que la raison n'est pas désincarnée, mais découle de la nature de notre cerveau. Alors, donc, premier volet, première influence du corps sur l'imaginaire métaphorique, la raison n'est pas désincarnée. Alors, elle dépend de notre cerveau, de notre expérience corporelle. Il ne s'agit pas simplement de l'affirmation inoffensive et évidente que nous avons besoin d'un corps pour raisonner, il s'agit plutôt du constat frappant que le fonctionnement même de la raison dépend du fait que nous avons un corps. C'est un des, disons, des principes du cognitivisme. Par exemple, des métaphores telles que l'intimité est la proximité ou l'affection est la chaleur sont des exemples classiques de métaphores primaires motivées par des expériences sensorimotrices que nous avons tous vécues et qui sont aussi à la base d'une représentation statuaire comme celle-ci. Donc vous voyez, proximité, c'est l'affection. Les métaphores qui s'expliquent par cet ancrage corporel de nos facultés mentales, par cette incarnation, en anglais on dit embodiment, on les appelle métaphores incorporées ou incarnées. Alors, cela dit, le corps produit aussi un deuxième type d'influence sur le langage. Nous produisons beaucoup de métaphores qui puisent dans un imaginaire issu d'une représentation mentale du corps. Donc, une représentation, ce n'est pas quelque chose qui vient du fait que notre esprit est incarné, mais de la représentation que nous avons du corps. Donc cela ne dépend pas de notre posture, un rapport sensoriel au monde, mais né de l'image que nous avons du corps d'autrui ou de notre même corps, comme dans cette image enluminure d'une femme au miroir. Alors, plus précisément, dans les métaphores issues de l'image du corps, la source de la métaphore est le corps humain en tant qu'objet de représentation des connaissances. Ce type de métaphore utilise des parties des organes du corps pour décrire d'autres choses. Pensons au langage du numérique, virus, logiciel malveillant. On se rend compte que virus, c'est une métaphore, moins que l'est aussi un logiciel malveillant, parce que c'est une prosopopée, parce qu'on attribue des sentiments au logiciel. Alors, dans ce tournure, certaines parties du corps constituent des domaines sources, un ordinateur a une mémoire, pour décrire d'autres choses. Je parlerai dans ce cas de métaphores corporelles, donc pas des métaphores incarnées, mais des métaphores corporelles, qui ont l'image du corps comme domaine source et qui sont, si vous voulez, un peu plus conscientes par rapport aux métaphores incarnées, qui dépend vraiment de notre existence même. Tandis que lorsqu'on utilise l'image du corps, c'est parce que nous puisons dans cet imaginaire de façon un peu plus consciente. Alors, notre cours porte précisément sur ces deux types de représentation. Alors, d'abord, bien évidemment, sur les métaphores corporelles, main, tête, bouche, doigt, corps, tout entier, en quête de ce qu'ont pensé ceux qui ont utilisé ces parties du corps, ces images, pour représenter des concepts juridiques. Car le corps, ce n'est qu'un mot.
on ne le relaie pas innocemment. Mais on va aussi exploiter les métaphores incarnées. Alors, 2 mots sur l'état de l'art. Dans le cadre foisonnant des études sur les métaphores, vous vous souvenez de la trajectoire et de la montée en flèche du mot métaphore dans les textes à partir de la fin des années 70. Donc, dans ce cadre foisonnant d'études sur les métaphores corporelles ont fait l'objet d'une grande attention. Cependant, il s'agit d'une perspective moins appliquée au domaine du droit, même si des initiatives du plus grand intérêt voient le jour, par exemple au Canada, dans le cadre du groupe de recherche sur les humanités juridiques Montréal, notamment par Gaël Gidrol-Mistral et Alexandra Popovici, et aussi en France, par exemple, à l'Université des Poitiers, où Michel Boudot vient d'organiser un colloque sur la matière du corps. Donc, c'est une question qui intéresse beaucoup les juristes. Il faudrait se demander pourquoi. Mais ce qu'apportera des spécifiques ce cours, c'est bien évidemment l'application de cette perspective au droit romain, qui a joué, vous le savez, un rôle aussi sur, disons, la création d'un langage, de notre langage, de nos catégories, moi je dirais aussi de notre pensée. Donc, en pensant à ces liens, une métaphore m'est venue, et j'ose l'exprimer. Les droits romains est la métaphore conceptuelle, vous vous souvenez, cette idée un peu, disons, vague, qui reste en arrière-plan, mais qui est si puissante. Le droit romain est la métaphore conceptuelle du droit moderne, ce qui se cache derrière et ne cesse de produire des discours. Deuxième apport spécifique de notre cours, les perspectives cognitives m'ont persuadé qu'il faut étudier non seulement les métaphores qui mettent le corps au premier plan, mais aussi celles qui les présupposent. Donc, pas seulement celles qui sont plus évidentes, mais aussi cette structuration du langage métaphorique, surtout par des métaphores incarnées, pas seulement corporelles. Alors, j'ai essayé jusqu'à présent de poser les bases méthodologiques du cours afin que vous puissiez le suivre de manière plus participative et de vérifier ce que je dis. Progressivement, notre arsenal méthodologique s'enrichit, mais je sais qu'il y a un moment où il faut sortir les outils de leur boîte et de les mettre à l'épreuve d'un texte. Ce qui, comme vous savez, c'est aussi mon plaisir. Ce texte provient de l'œuvre d'un juriste romain, Paul, qui a travaillé principalement dans le premier tiers du IIIe siècle après Jésus-Christ. Probablement, il a été nommé préfet prétoire sous l'empereur Sévère Alexandre, au plus tard en 235 après Jésus-Christ. Un juriste prolifique et imaginatif. Si l'on en juge par ce texte aussi, il traite d'une question épineuse, à savoir le sort de l'héritage d'une personne condamnée à mort, ou en tout cas à une peine entraînant la confiscation de ses biens. Alors, qu'est-ce qui se passe si le condamné a des descendants? Les enfants doivent-ils perdre le patrimoine de leurs parents ou doivent-ils le recevoir en héritage? Vous voyez les valeurs qui s'affrontent. D'une part, la punition des crimes, d'autre part, la protection des tiers, dans ce cas, les enfants. Alors, nous lisons comme toujours le texte. La raison naturelle, comme une sorte de loi muette, attribue l'héritage des parents aux enfants, en les appelant à une succession due,
C'est pourquoi, dans le droit civil également, on leur a imposé le nom d'héréticiens et ils ne peuvent pas être écartés de cette succession, même par les jugements du parent, sauf pour des causes qu'ils ont méritées. C'est pourquoi il a été considéré très équitable que même dans ce cas où, en conséquence de la punition du parent, la condamnation enlève les biens, il soit tenu compte des enfants pour ceux-ci qu'aucune faute ne touche, n'expie pas une peine plus lourde pour le méfait d'autrui, étant parfois réduit à la plus grande pauvreté. Ce qu'il a plu de déterminer avec quelques mesures, afin que ceux qui auraient dû venir à l'universalité des biens par droit de succession en aient les portions concédées. Alors, le texte s'ouvre par une similitude. La raison naturelle est comparée à une sorte de loi muette. Alors, nous avons vu la différence entre métaphore et similitude par le biais des Quintiliens qui disaient la métaphore, c'est une similitude abrégée. C'est une similitude quand je dis qu'un homme s'est battu comme un lion, une métaphore quand je dis d'un homme c'est un lion ou d'une femme c'est une lionne. Cette similitude est explicite, donc il y a une comparaison explicite. Et elle est aussi consciente. Il y a des marques linguistiques qui nous font dire que Paul était tout à fait conscient qu'il est en train de proposer une métaphore, une similitude. C'est-à-dire qu'il dit en latin quaedam, lex quaedam tacita. Quaedam, c'est presque sorte de. Donc, proposer une similitude et il en avertait le lecteur. C'est pas. Je pense qu'il faut aussi réfléchir, il ne faut pas être trop formaliste. Oui, bien sûr, il y a une comparaison ici, mais il faut aussi se poser du point de vue du locuteur. Pourquoi les juristes insistent sur le fait que c'est une comparaison, c'est presque une loi muette? Parce qu'il est un juriste. Et donc, le discours d'un juriste, normalement, est censé être très sobre. Donc, lorsqu'il ose une métaphore, il prend, disons, des précautions. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement d'insister sur le fait que c'est une similitude aussi parce que le juriste voulait avertir ce lecteur qu'il était conscient qu'il était en train de proposer une similitude, c'est-à-dire il sortait un peu des rails et il proposait, disons, un style qui n'était pas tellement celui qu'on s'attendait d'un juriste. Donc il faut aussi intégrer une perspective, disons, formaliste, aussi une perspective, moi je dirais, soit contextuelle, soit pragmatique. Alors, similitude, raison naturelle, loi muette. Qu'est-ce que la raison naturelle? On en a parlé l'année dernière. Il s'agit de la raison innée des êtres humains qui les pousse à se comporter, à évaluer les choses de manière tendanciellement homogène. La raison étant partagée par tous et, par ailleurs, distinguant les humains des autres animaux. Donc ça, c'est l'idée de raison naturelle pour les Romains, disons, de façon assez abrégée, mais plus ou moins précise. Or, si cette idée était très répandue dans l'Antiquité, Cicéron a été le premier à dire que l'appel à la raison naturelle n'était pas très efficace. Donc, il avait bien vu que dans un discours qui avait pour but de convaincre, se refaire à ce genre disons, de principes, d'idées, n'était pas vraiment très efficace. L'appel à la nature, il disait dans son traité de Inventione, n'est pas vraiment quelque chose qui marche très bien, surtout chez les juristes. Surtout chez les juristes, il s'agit d'une idée philosophique, rhétorique un peu faible. Et donc, c'est justement, donc vous voyez que Paul, on voit très bien
les couches. Paul, c'est un juriste, mais il raisonne ayant en tête aussi les préceptes rhétoriques. Donc d'abord, il sait qu'il faut vraiment veiller à son propre style de juriste, donc il dit qu'il s'agit d'une similitude, et également, dans son argument, il fait un appel à la nature, à la raison naturelle, mais il sait, parce qu'il connaît très bien la rhétorique, ce que Cicéron avait dit, il sait que ce n'est pas suffisant. Donc, pour affermir ce principe, Paul se sert de cette similitude. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'agit d'une sorte de loi muette. Parce que cette similitude aide le juriste et son lecteur à transformer peu à peu la raison naturelle en loi. La loi étant la source juridique par excellence. Presque insensible, mais il parle de la raison naturelle, appelle à la nature. Ensuite, c'est déjà la transformation de la raison naturelle en loi. Mais il va même un pas plus loin, car il ne dit pas seulement qu'il s'agit presque d'une loi, mais il dit qu'il s'agit d'une sorte de loi muette. Alors là, nous sommes loi muette en tant que telle, c'est vraiment une métaphore. Ce n'est pas une comparaison, vous voyez, la loi est définie muette. Alors, par cette image, c'est comme si Paul attribuait à la loi une voix, une capacité de parole, ne serait-ce que pour la nier. Pour la nier. On va voir souvent le corps appelle son contraire, l'absence du corps. Nous avons donc ici un texte qui transforme la loi en personne. Le terme rhétorique précis pour indiquer cette personnification est prosopopée, terme grec, mais ce n'est pas une prosopopée désincarnée. Paul va presque donner un corps à cette loi personne, puisqu'il nous pousse à l'envisager sous l'angle de la voix. Donc, ce n'est pas une prosopopée assez, disons, discrète, mais c'est une prosopopée qui est accompagnée aussi d'un attribut d'une personne humaine, ou en général d'un organisme animé, une voix, mais la voix, c'est une personne humaine. Alors, pourquoi il insiste sur la voix? Alors, pour deux raisons assez différentes et presque, disons, contraires, symétriques, parce que la loi, vous allez le voir, est un pont entre deux domaines différents. Alors, d'une part, parler de loi muette renvoie au fait que la raison naturelle à laquelle elle est comparée est antérieure à l'homme. Et innée, il s'agit de la raison qui habite en chacun de nous, dont la voix n'est pas audible à l'extérieur, mais résonne seulement à l'intérieur de chacun. Donc, première raison, la loi est muette parce que si elle est comparée à la raison naturelle, seulement, disons, l'individu peut en entendre la voix, mais dans son fort intérieur. Mais la loi est aussi muette dans un deuxième sens, dans le sens où elle n'est pas écrite, elle n'a pas de mots, elle n'a pas de texte. Et si elle n'a ni des mots ni des textes, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une loi votée par le peuple. Donc, parler de loi muette, c'était une façon, par antiphrase, d'évoquer la loi du peuple, qui, elle, est faite de mots, par des mots. Donc, lex et natura, loi
nature se renforcent mutuellement. Venons-en maintenant au contenu de cette loi muette ou de cette raison naturelle. Alors, le principe est que les enfants doivent recevoir les biens de leurs parents. C'est ça le principe dont cette loi plus ou moins douée d'une voix nous parle. Alors, en quoi ce principe répond-il à une raison naturelle? Parce qu'il fait partie des instincts les plus profonds des humains que de veiller à la survie de leurs enfants. Sur le plan social, cela signifie qu'ils doivent être en mesure de leur transmettre leur patrimoine au moment de la mort. Jusqu'ici, c'est le cœur du texte, sa partie métaphorique la plus évidente. Donc, on a vu que la raison naturelle attribue l'héritage des parents aux enfants. Bon. La partie apparemment la plus métaphorique. Mais si nous examinons ce texte comme je vous ai proposé de le faire, en prêtant attention à tout type d'image, nous constatons que ce texte de Paul est imprégné des tropes. On pourrait même parler d'une métaphore filée, mais je pense que c'est même pas conscient, c'est vraiment que métaphore appelle métaphore. Par exemple, loi muette, donc il avait en tête la voix, et qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Comme une sorte de loi muette, elle attribue l'héritage des parents aux enfants comme en les appelant à une succession. Donc cette loi muette a une voix pour appeler les enfants. Vous voyez que lorsqu'on a en tête une image, cette image persiste. Les juristes poursuivent avec une deuxième analogie. C'est une deuxième analogie, cette partie entre parenthèses. C'est pourquoi, dans le droit civil également, on leur a imposé le nom d'héritiers siens et qu'ils ne peuvent pas être écartés de cette succession, même par les jugements du parent, sauf pour des causes qu'ils ont méritées. Alors, la loi muette, la raison naturelle, attribue l'héritage des parents aux enfants en les appelant comme une succession due, adjectif due, cela revient à dire, c'est un peu le cœur juridique du texte, qu'en réalité, l'héritage leur appartient déjà, qu'il leur est dû. Le juriste sait que ce n'est pas exact, c'est pourquoi il dit velut, presque comme s'il était dû. Cet argument est développé par ce qui suit, c'est un peu technique, mais on va voir que c'est clair. Paul évoque le ius civile, donc c'est pourquoi dans le droit civil également on leur a imposé le nom d'héritier sien, le ius civile, le droit civil. Ce qui lui permet d'asseoir son raisonnement sur des bases encore plus solides. Ce n'est pas seulement la raison naturelle qui accorde l'héritage aux enfants, c'est aussi les droits en vigueur, le droit civil. Mais, alors, entendons bien, ce n'est pas le droit civil qui règle la question de l'attribution du patrimoine du condamné. C'est le droit civil qu'en général attribue l'héritage des ascendants, des parents aux descendants. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Ainsi, une fois de plus, la loi muette sert en quelque sorte de pont entre deux niveaux différents,
c'était les ponts d'abord entre la raison naturelle et une idée de droit, et maintenant le discours tourne, s'oriente vers le droit civil. Donc vous voyez, on est rentré en plein dans le droit en vigueur, sur un terrain plus solide. Mais qu'est-ce que le droit civil a à voir là-dedans? En réalité, il s'agit des lois de Doustable. La source la plus ancienne, la plus importante, prestigieuse du droit civil, qui définit les descendants comme héritiers siens. Cet adjectif possessif, sien, indique que les descendants sont considérés comme les héritiers désignés, propres, disons naturels, de leurs parents. Plus spécifiquement, les héritiers siens sont le fils et la fille, à condition qu'ils aient été sous le pouvoir du mourant. J'ajouterai que le mot heres, héritier heres lui-même, signifie étymologiquement maître, pas héritier, maître, ce qui revient à dire que les descendants sont déjà les maîtres du patrimoine, du vivant, même de leur ascendant, des maîtres potentiels qui le deviennent en acte au moment de la mort de celui-ci. Remarquons que Paul se montre conscient du fait que lorsque le législateur impose un nom à quelque chose, comme ici, vous voyez, indictum. Eis indictum est nomen heredum suorum. On leur a imposé, indictum, le nom d'un héritier sien. Indictum, c'est encore plus parlant parce qu'il y a aussi la racine du mot dicere. Donc, lorsque le législateur impose un nom, il institue, il crée une situation juridique. Alors, Paul poursuit en notant que ce n'est que dans des cas limités que les descendants, les héritiers siens, peuvent être exclus de la succession. Alors, vous voyez, il dit et qu'ils ne peuvent pas être écartés de cette succession même par les jugements du parent, sauf pour des causes qu'ils ont méritées. Alors, en relisant ce texte avec vous à cet instant, je me suis rendu compte qu'il y a une autre métaphore et je n'avais pas disons, décalage, parce qu'il parle de judicium des parents, ils ne peuvent pas être, ils pensent la possibilité de déshériter les descendants. Et donc le judicium, c'est la volonté des parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants reçoivent le patrimoine. Et donc judicium, ça rappelle, c'est en lien avec le judicium de condamnation de celui dont le patrimoine a été confisqué. Donc il est en train de faire un lien entre le fait qu'il y a deux jugements ici en jeu et que ce jugement, disons, dans une procédure criminelle, ne peut pas arriver jusqu'à écarter les descendants du patrimoine des parents, car même les parents eux-mêmes, même leur propre jugement, ne peut pas faire cela, sauf dans des cas très, très limités. Donc vous voyez, il y a ici encore cet enchevêtrement de mots, et ce que je veux vous montrer, et je suis en train de vous montrer, est que c'est à peu, par ce tissu de mots, d'images, il va atteindre à une solution juridique. Ce n'est pas seulement la façon d'exposer sa pensée, mais ces mots font avancer vers la solution. Par exemple, ici, vraiment, le fait de nommer deux fois judicium dans le même contexte a vraiment un poids très important. Alors, donc, il est en train de dire que même le jugement ne peut pas écarter les descendants. Alors, arrêtons-nous sur le mot écarter, summoveri, écarter.
Alors, ça implique évidemment que quelqu'un est déjà sur place. Écarter, ça veut dire le faire bouger. Donc, encore une fois, c'est un mot, un verbe qui implique le fait que normalement les descendants sont déjà potentiellement, les successeurs ont déjà la position d'héritier. Et donc, si on ne veut pas qu'ils reçoivent le patrimoine, il faut les écarter, les faire bouger d'où ils sont déjà. Vous voyez, ce verbe nous montre la direction du mouvement. En plus, cela implique que l'héritage est un objet ou un lieu. Donc ici également, il y a un concept, celui d'héritage, un concept juridique, qui, de façon presque insensible, est façonné de façon, on pourrait dire, par une métaphore ontologique. On lui donne une existence en tant que lieu ou en tant qu'objet. On va voir que autour de qu'est-ce qu'un héritage en tant que corps ou chose incorporelle, les juristes romains vont développer l'idée de choses sans corps. Alors, examinons maintenant le mot succession. Il s'agit d'un mot technique du droit sur lequel nous ne portons généralement pas notre attention, mais c'est aussi un terme métaphorique qui, par ailleurs, a été exploité par la série télévisée américaine dont il est le titre. Quelle idée véhicule-t-il? Que quelqu'un remplace un autre, prend sa place. On l'utilise souvent en latin pour parler des soldats qui remplacent ceux qui ont été tués. Transposé du champ de bataille au champ de droit, cela signifie que l'héritier ne reçoit pas seulement la succession du défunt en tant que patrimoine, mais qu'il prend sa place. A fortiori, quand c'est les fils qui succèdent au père. Donc vous voyez ici la fameuse statue du Togato Barberini qui porte les images des ancêtres. Ce ne sont pas les enfants, hein, ce sont les ancêtres. Cette attitude reflète l'appartenance à une famille patricienne, une sorte d'identification du successeur avec les ascendants. Alors, je sais que vous avez suivi attentivement mes explications et que je vous ai dit que le texte était très simple. Et donc, je vous propose aussi un résumé, même si je sais que vous n'en avez pas besoin. Alors, raisonner par image. Alors, d'abord, on a commencé par la raison naturelle, ratio naturalis, qui a été comparée à la loi muette. Cette loi muette, une sorte de loi muette, qui avait le mérite de donner plus d'évidence juridique à la raison naturelle, à l'appel à la nature. Ensuite, il a introduit les droits civils, donc ce signe devrait être celui de la cohérence, similitude, quelque chose comme ça. Ce n'est pas vraiment une sorte d'équivalence parfaite. Les droits civils, le ius civile, en réalité, il s'agit de la loi des deux stables qui parle des ressources, d'hériter sien. Alors, vous voyez, la raison naturelle, c'est cet instinct qui fait que nous avons le souhait de protéger nos enfants, donc aussi de leur transmettre notre propre patrimoine. Mais c'est quand même, ça reste un peu vague sur le plan de l'appel, disons, à quelque chose qui est hors du droit. Donc, on essaye de réintroduire ce principe dans le domaine du droit, d'abord par une métaphore, une loi muette parce qu'elle nous parle dans notre... c'est nous qui nous entendons cette voix à l'extérieur,
Mais cette loi muette commence à rapprocher cette idée du champ du droit, et voilà le champ du droit qui est intégré par le biais de la loi des us stables. La loi des us stables parle d'héritiers siens, et donc c'est un principe, c'est comme si cette raison naturelle avait trouvé une sorte de, disons, de confirmation juridique dans la loi des us stables. Donc vous avez vu le parcours de la nature jusqu'à la loi des us stables. Mais ensuite, on peut se dire que toutes ces, je ne sais pas comment les appeler, ces sources appellent de façon cohérente, appellent les descendants à la succession de leurs parents. Et c'est quelque chose que le vocabulaire même confirme. Parce que le mot eres veut dire déjà maître, donc l'héritier est déjà un propriétaire potentiel, donc on s'attend qu'il reçoit le patrimoine. Il est un successeur, donc il prend la place, pas seulement le patrimoine, mais c'est quelqu'un qui va continuer, et donc qui mieux qu'un descendant ou un fils ou une fille peut continuer la vie de ses parents. Il est déjà à sa place, parce que pour ne pas lui accorder l'héritage, il faut l'écarter, le faire bouger d'où il se trouve, et donc c'est quelqu'un qui vient à l'héritage, donc on a cette idée que c'est comme quelqu'un qui entre dans un lieu. Alors, revenons au texte. Par une série d'étapes que je viens de résumer, Paul en arrive à cette conclusion. C'est pourquoi il a été considéré très équitable que même dans ce cas où, en conséquence de la punition du parent, la condamnation enlève les biens, il soit tenu compte des enfants pour que ceux-ci, qu'aucune faute ne touche, n'expient pas une peine plus lourde pour le méfait d'autrui, étant parfois réduit à la plus grande pauvreté. Donc ça, c'est la conclusion. Donc jusqu'ici, c'était je sais pas, c'était l'arrière-plan, le prologue, il a posé les bases de sa décision, mais à un moment donné, il est arrivé à la décision. Remarquons equissimum. Il s'agit d'un mot clé qui contient aussi un noyau figuratif, c'est-à-dire l'idée d'équilibre. Equissimum vient de equum, qui signifie plat, égal. Il faut donc trouver un équilibre, je le répète, équité, ce n'est pas un mot vague, il incorpore l'idée d'équilibre, donc il faut trouver un équilibre entre les attentes des enfants et la punition du parent pour son crime, entre l'intérêt privé à la succession et l'intérêt public à la répression. Alors, notons que cette image de l'équilibre en appelle d'autres. L'idée de balance revient dans l'adjectif gravior, graviorem penam, une peine plus lourde. Donc, on parle d'équilibre, donc il faut peser ce qu'on met sur la balance. Enlever les biens aux enfants serait trop lourd, cela déséquilibrerait la balance. Voyons, c'est qu'il y a de l'autre côté, si sur un plateau il y a la punition du crime, sur l'autre il y a l'absence de culpabilité des enfants et l'effet qu'ils puissent être réduits à la pauvreté la plus extrême. Vous voyez, ici également, il y a quelque chose de l'ordre de la mesure. Parce qu'on est dans un contexte où on est en train de peser, Et on peut terminer cette analyse en soulignant que l'idée de mesure est explicite parce que dans la dernière phrase, il dit « ce qu'il a plu déterminer », donc cette idée, c'est quand même de faire avoir l'héritage du condamné aux descendants, ce qu'il a plu de déterminer avec quelques mesures.
cum aliqua moderazione. Moderatio, c'est un mot qui vient de modus, donc mesure, avec quelques mesures, afin que ceux qui auraient dû venir à l'universalité des biens, tous les biens, par droit de succession, en aient les portions concédées. Alors, une fois encore, on voit très bien qu'on est dans l'idée du poids, de la mesure. Et c'est aussi par ce biais, d'une façon pas du tout métaphorique, mais moi je dirais vraiment concrète, que les intérêts opposés arrivent à être bien pesés sur la balance, c'est-à-dire en agissant sur la mesure des biens. On réduit les portions que les descendants peuvent avoir du patrimoine confisqué afin que ces portions soient en équilibre avec l'intérêt public à la répression. Donc, on agit concrètement sur la mesure de biens. Alors, dernière remarque, dans ces dernières lignes, Paul parle encore de succession. Il dit que les enfants auront une part de ce à quoi il aurait dû venir en totalité, s'il n'y avait pas eu de condamnation. Ce à quoi ils auraient dû venir. Ce n'est pas l'héritage qui va aux enfants, mais ce sont les enfants qui vont à l'héritage, avec la même idée qu'en matière de succession, ils prennent une place qui leur est déjà réservée. D'autre part, il s'agit aussi d'une image ontologique de celle que j'ai appelée incarnée, qui naissent de nos activités motrices et sensorielles. C'est une manière commune d'envisager un héritage que de se représenter l'héritier qui entre dans la maison qui lui échoit. Il vient à l'héritage. Alors, une seule et même passage développe donc une représentation d'un problème par le biais au moyen du corps. Et vous voyez le même schéma que je vous ai présenté, seulement que j'ai ici ajouté la solution, donc de ces prémices, il tire cette conclusion qu'il est très équitable. Donc, comme vous avez vu, la prémisse était que tout, la raison naturelle, loi muette, droit civil, les verbes, tout fait que l'attente est que les descendants puissent recevoir quand même le patrimoine de leurs parents. Donc, il est très équitable qu'il le reçoit, mais comme l'idée d'équité est une idée d'équilibre, il faut quand même mettre sur les deux le plateau de la balance les intérêts, et donc vous voyez la conclusion que je viens de vous expliquer. Alors, nous allons terminer dans quelques instants, mais nous pouvons encore être éclairés par cet exemple, je pense, parce qu'il nous offre l'opportunité pour une précision supplémentaire. Alors, les métaphores peuvent servir de simples outils terminologiques, mais aussi d'outils argumentatifs. Donc, je pense que c'est très important. J'ai choisi ce texte aussi parce que, d'une façon, je pense, très inattendue, parce que je pense que la plupart des lecteurs sont frappés par cette image évidente de la similitude entre la loi muette et la raison naturelle, mais on a bien vu que c'est un texte jalonné par des images, régi par des images. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les métaphores ne servent pas seulement à nommer, à donner un corps à des concepts juridiques qui ne l'ont pas, mais servent aussi à arriver à des solutions, à résoudre des problèmes. Et je pense que trouver des métaphores qui servent à résoudre des problèmes, c'est peut-être, disons, l'aspect le plus intéressant d'une recherche comme celle dont je suis en train de vous montrer quelques exemples. Car en étudiant les métaphores, nous examinons en fait deux phénomènes différents. D'une part, il y a des métaphores qui impliquent une plus grande dose de créativité.
D'autre part, il y a des métaphores qui sont lexicalisées. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui, à l'origine, étaient des métaphores, mais qui ensuite sont devenus des termes techniques qui ne sont plus ressentis comme figures. C'est aussi ça l'intérêt de faire un cours sur les métaphores en droit romain, parce qu'on voit peut-être le langage juridique à un moment où la créativité métaphorique était encore, disons, en jeu, avant que, disons, une grande partie de ces métaphores ne se lexicalisent. Donc, ils deviennent de métaphores figées, de termes figés et un peu, disons, un peu moins actifs. Je pense que c'est aussi ça l'intérêt de ce genre d'exploration. Alors, vous vous souvenez bien sûr de Quintilien. Nous avons vu qu'il disait que les métaphores sont parfois indispensables parce qu'il y a des mots qu'il n'y a pas de mots, pour dire ce que on veut exprimer. Disons-le de façon plus moderne, les métaphores sont un moteur puissant dans la création du lexique des langues de spécialité. Les langues de spécialité ont besoin de métaphores pour forger leur lexique. Par exemple, si l'on parle d'obligation, on sent qu'il s'agit d'un lien entre le créancier et le débiteur. Les liens, c'est la figure qui permet de nommer, de concevoir ce rapport. Dans le champ des droits réels, on parle de servitude pour décrire une charge qui est imposée en fonds du fonds servant pour le profit d'un fonds bénéficiaire du fonds dominant. Par exemple, la servitude de passage. Alors, cela revient, si l'on pense, à considérer un fonds comme un esclave, contraint de se soumettre à un certain comportement, par exemple, pour permettre le passage, tandis que le fonds voisin agit en maître et dominant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise encore aujourd'hui ce genre de mots, mais il n'y a pas, disons, la conscience de ce qu'il y avait derrière. Donc, vous voyez, quand je parle de sorte de lexicalisation. Même chose pour succession, un terme qui a été très bien étudié par Yann Thomas, entre autres. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un lit, il y a ceux qui se passionnent à ça, un ouvrage dont la couverture dit « Traité de droit des successions », qui s'interroge encore sur l'idée originaire qu'il y a derrière. Il s'agit d'une métaphore figée, une catacrèse, une métaphore morte. Alors, les termes qui font partie du lexique d'une spécialité ne sont plus entendus comme métaphoriques, mais il a été observé à juste titre par une chercheuse excellente, Michaela Rossi, qu'il n'y a pas de métaphores mortes, mais seulement de métaphores dormantes. Qu'en fait, toute métaphore, même les métaphores lexicalisées et désormais figées, conservent une capacité productive, même tenue, susceptible de générer d'autres métaphores. Surtout pour ceux qui les examinent d'un point de vue historique, il faut donc toujours se demander quelle était l'idée originale qui a présidé au choix de telle expression plutôt que de telle autre. En d'autres termes, du point de vue historique, de ceux qui les regardent en s'approchant de leur origine, les métaphores sont toujours vivantes. Et elles orientent toujours notre façon de penser le droit. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut pas vraiment dire quelle est la force qu'il y a dans ce mot, mais ce n'est pas par hasard si on considère toujours que les successeurs sont en priorité les descendants, les enfants. Alors, je confie la conclusion du cours d'aujourd'hui à quelques lignes d'un poème, car, à mon sens, la poésie a le pouvoir de redonner vie aux mots. Dans les Métamorphoses, Ovide introduit un personnage, Acétès, qui a sauvé les dieux Bacchus. Vous vous souvenez, le petit Bacchus dans les bras de Mercure, a sauvé les dieux Bacchus, tout le monde aime Bacchus, et a été initié par lui à son culte. Il raconte son histoire.
Mon nom est Acétès, mon pays, la Méonie. Je suis né des parents obscurs. Mon père ne m'a laissé ni champ que retournent les taureaux infatigables, ni troupeau chargé d'une riche toison. Il était pauvre, il s'occupait à tendre des pièges aux avides poissons et à les prendre bondissant au fer dont il armait sa ligne. Sa technique était toute sa fortune. Lorsqu'il me l'eut enseigné, héritier, successeur de mon métier, dit-il, reçois toutes les richesses que je possède. Et en mourant, il ne me laissa que les œufs. C'est ce que je puis appeler le seul patrimoine venant de mon père. Alors, je sais que je vais gâcher cet immense poème en le commentant parce que j'ai bien vu que vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais il me faut terminer d'une certaine façon. Alors, ces vers expriment parfaitement l'idée de transmission du remplacement. Le père transmet sa technique de pêche au fils et son fils prend sa place. L'héritage est sans corps, c'est le métier, c'est le patrimoine. Remarquons le mot patrimoine qui incorpore le mot père. Pour exprimer la nature presque insaisissable de cet héritage, Ovide dit que son patrimoine, ce sont les eaux, c'est-à-dire la mer, le fleuve, où le fils pourra aller pêcher. Alors, les eaux, c'est bien sûr le monde pour nous. Et ça, c'est l'idée aussi à la base de l'enseignement. Ce qu'on transmet ne se voit pas. C'est impalpable, cette technique. Mais cela permet de tirer profit des eaux, du monde où l'on vit. Mais justement, le poème saisit un point crucial de l'héritage, de tout héritage, et pas seulement de celui du pauvre père d'Acétès. L'héritage est-il un corps? Les juristes ont dit que non. L'héritage, même sans un corps, est un concept du droit. À force d'utiliser les corps pour nommer les concepts, les juristes finissent par se poser une question. Mais alors, ces concepts sont-ils vraiment des corps ou ne sont-ils que des images? C'est ainsi qu'ils créent, pour sortir de la difficulté, les choses incorporelles. Nous y reviendrons la prochaine semaine. Je vous remercie.